Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de Salon Caviar. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler un petit peu de contrat, puisque bon, le mercato hivernal a touché à sa fin et on a vu quand même quelques cas de friction entre les joueurs et leur club. Donc bon, notamment on peut penser à notre cher Dembouz au Barça. Et donc là, ce qu'on pourrait se demander, c'est ce que ça a souligné en tout cas, c'est la manière dont le rapport de force entre les joueurs et les clubs a évolué, en tout cas au niveau des contrats. En ce soir, je suis quand même particulièrement bien entouré, puisque d'un côté, j'ai la plus grande supportrice de l'AS Monaco de mon entourage, c'est d'ailleurs la seule, et Maïlis Savorel, bienvenue, merci. Merci Charles, bienvenue, bonjour à tous, je suis très contente d'être là. Ensuite, l'archétype du bon lyonnais, il est jeune, il est frais, il est technique, il est talentueux, il est prometteur, et on finira sûrement par le lâcher à une meilleure émission que la nôtre. Bonsoir Gabriel Julie. Bonsoir, très content. Ensuite, last but not least, comme disent les Anglais, un supporter du GF38 et un Grenoblois, comme moi, ce qui en fait forcément un honnête homme. Martin Bornet, notre spécialiste du football italien. Bonsoir Martin. Bonsoir Charles, bonsoir à tous. Puis notre invité du soir, maître Gauthier Cartudo, qui est avocat, comme son titre le laissait deviner, qui est directeur du département du droit du sport au cabinet Barthélemy Associés, et puis qui va pouvoir nous poser qui va pouvoir nous expliquer deux, trois points. Puis donc merci beaucoup d'être venu ce soir avec nous. Merci, j'ai cette particularité d'être supporter du FC Nantes. Voilà. Bah, bon courage. Merci, c'est pas simple. Pour commencer, si je pouvais commencer par une petite question, est-ce que vous pourriez faire rapidement un petit retour sur l'évolution du statut des joueurs à un niveau juridique vis-à-vis de leur club? Synthétiquement, le joueur de football a un contrat de travail depuis assez longtemps finalement, parce qu'il faut remonter aux années 60 pour avoir la preuve d'un écrit avec des échanges et des débats sur la forme que pouvait avoir le contrat à l'époque. Est-ce qu'on avait ce qu'on appelait un contrat à vie, un contrat à temps? On a eu un contrat à vie pendant longtemps, puis l'UNFP, le syndicat des joueurs, s'est battu pour qu'il n'y ait plus ce type de contrat. Et aujourd'hui, on a alors un contrat de travail qui est quasi comme les autres, mais qui a été quand même cousu sur mesure pour le football professionnel, puisqu'on parle, en tout cas en France, de contrat à durée déterminée spécifique au sens où il est adapté et approprié aux joueurs professionnels. Et aux sportifs professionnels, en l'occurrence aux joueurs de football professionnels, avec tout un cadre particulier, mais finalement qui reprend les bases du contrat à durée déterminée, ce qui amène le droit du travail à parfois s'imposer dans les négociations et dans les règles entre un club et un joueur. Et puis parfois vous avez des particularités, je pense à la rupture du contrat, à la durée du contrat aussi, au motif du contrat ou même à certaines clauses dans les contrats qui sont prévues, qui font un contrat un petit peu particulier, un secteur d'activité un petit peu particulier. Ok, donc concrètement aujourd'hui un footballeur, est-ce que c'est un travailleur comme les autres? C'est une très vaste question sur laquelle on pourrait écrire des thèses et un certain nombre de choses. C'est une bonne question. Oui, dans l'idée, il a un CDD d'abord et il est soumis au Code du travail, donc c'est un salarié. Est-ce qu'il est comme les autres? Moi, j'ai toujours tendance à penser qu'il forcément il a des spécificités, une activité particulière. Le contrat que j'évoquais spécifique a eu vocation à faire en sorte qu'il soit adapté à la situation du joueur. Maintenant, évidemment, un Dembouz n'est pas forcément le même type de salarié qu'un salarié qui fait les 3-8 ou autre, donc sans le côté évidemment péjoratif, mais dans l'organisation et l'application du droit du travail. Donc on ne peut pas clairement dire que c'est un salarié comme les autres, c'est un salarié comme les autres avec ses particularités, comme j'aime bien le dire. Voilà, merci. Donc en tout cas, comme on l'avait dit, on a pu remarquer une espèce de renversement dans le rapport de force qui oppose les joueurs à leur club, notamment au niveau du contrat, avec des joueurs qui prennent, vous allez me passer l'expression, mais qui prennent la confiance par rapport à leur club. Donc est-ce que ce renversement de rapport de force, pour commencer, est-ce qu'il se traduit forcément par une conflictualité entre les joueurs et leur club au niveau des contrats? Par exemple, Gabriel, toi, il me semblait que c'était pas forcément le cas. Moi, je pense que, alors, ce qu'on retient souvent, les conflits qui naissent entre des clubs et des joueurs, parce qu'il y a des exemples à chaque mercato. Là encore, on a vu du coup Dembélé avec le Barça qui aurait pu partir au clash. Mais je crois que c'est pas forcément. Je pense qu'on retient beaucoup ça, mais que, en fait, je suis pas certain que ce soit ça qu'on doit retenir, parce que la conflictualité, les clubs n'ont pas grand-chose à y gagner non plus au final. Soit leur seul vrai moyen de pression sur les joueurs aujourd'hui, c'est de les mettre en réserve si jamais ils ne veulent pas voir partir leurs joueurs. Il y avait la question aussi des clauses libératoires dans certains pays, mais par exemple en France, ça n'existe pas. Et en plus, je pense qu'avec le cas de Neymar, il y a de moins en moins c'est plus aussi dissuasif. Et donc du coup, quand on voit par exemple un joueur
un joueur comme Marcelo à l'OL qui a été envoyé en réserve, donc c'était une forme de conflit parce qu'il voulait pas partir alors que l'OL voulait le lâcher. Au final, le joueur il gagne aussi puisqu'il préférait rester et prendre l'argent qui lui était dû puisqu'il avait un contrat. Donc je suis pas certain que les clubs aient à y gagner et donc du coup que cette conflictualité soit vraiment. Je pense qu'on retient les clashs parce qu'il y en a, mais qu'il y a quand même aussi qu'on en fait aussi beaucoup autour de ça. Mais Mélisse, toi, t'étais pas tout à fait du même avis? Non, je pense qu'il y a des situations qui se passent très mal et des situations qui se passent très bien, comme partout. Effectivement, on retient les clashs parce que c'est ceux qui font le plus de bruit. Il faut aussi se rappeler qu'il y a des exemples où ça se passe bien, comme par exemple Sergio Ramos qui est allé au bout de son contrat avec le Real Madrid pour accompagner son club jusqu'au bout et partir en paix, entre guillemets, après avec le statut de légende qu'il a dans ce club-là. Mais ce qui est sûr pour moi, ce qu'il faut pas oublier, garder en tête, c'est que ça donne un pouvoir de plus aux joueurs, le fait de maintenant que ça se répande un peu de pouvoir mener son contrat jusqu'au bout et après de partir. Ça remet quelque chose entre les mains du joueur et les clubs n'ont pas forcément l'habitude de ça. Ils étaient plutôt habitués, eux, à leur échelle, à les échanger. Tu as ce côté un peu, on parlait du footballeur qui n'est pas un salarié comme un autre, tu as un côté marchandise aussi, le mot n'est pas très joli, mais c'est à la fois un salarié, à la fois une marchandise que les clubs échangent. Et là, ça remet un peu du pouvoir dans les mains des footballeurs. Je pense que les clubs ne sont pas forcément habitués à ça. Et c'est peut-être pour ça qu'ils réagissent un peu mal aussi, et ce qui peut emmener de la conflictualité. Tu as quelque chose à ajouter, Martin, peut-être? Moi, sur ce sujet, je trouve que aussi ce qui peut être intéressant de pointer du doigt, c'est la conflictualité qu'il peut avoir vis-à-vis des supporters. C'est-à-dire que par exemple, comme on le voit avec Kylian Mbappé au PSG, s'il part libre, ses supporters vont peut-être lui en vouloir de partir libre sans rapporter de l'argent à son club, mais en même temps, lui va avoir une bonne image dans le monde parce qu'il est allé au bout de son contrat et que donc il respecte son contrat comme un travailleur normal en fait. Donc il y a une question d'image aussi là-dedans dans ce renversement, je trouve. D'ailleurs, n'oubliez pas que comme on est en direct sur Twitch, n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires, on fera notre mieux pour y répondre du mieux possible. Les images, les images des joueurs, l'image de marque des joueurs a quand même beaucoup progressé ces dernières années. On a quand même de plus en plus de joueurs qui ont un statut quand même de véritable icône. Est-ce que dans certains cas, les joueurs ne seraient pas tout simplement devenus plus grands que les clubs, ce qui fait que forcément ça a pesé au moment de négocier les contrats? Si. Oui, c'est ce qui a changé, ce que vous disiez à juste titre, c'est ce rapport de force-là qui a complètement changé. Aujourd'hui, on voit que dans une négociation contractuelle, on a deux volets. On a l'aspect contrat de travail et l'aspect valeur marchande, à tel point que dans toute l'Europe et en France, on a des législations qui portent sur justement l'encadrement de la gestion de l'image du joueur, qui est lié, alors qui est exclu du contrat de travail, mais qui est finalement quand même lié. C'est-à-dire que le joueur apporte quelque chose au joueur, donc au club, donc il y a cette plus-value. Donc oui, c'est forcément lié et c'est plus qu'important dans une négociation. On se doute bien qu'une négo avec Mbappé aujourd'hui n'est pas la même que si elle avait lieu il y a 15-20 ans, même si il y a 15-20 ans, à l'époque des Galactiques ou autres, on avait déjà des valeurs marchandes extrêmement fortes. Et plus récemment, à l'époque où Beckham vient au PSG, il y a l'aspect vente de maillots, l'aspect marketing. Donc c'est atemporel, mais peut-être plus renforcé aujourd'hui. Martin? Ouais, moi je trouve qu'il y a un révélateur important sur cette question, c'est les réseaux sociaux. Enfin, par exemple, si on regarde le compte Instagram de Cristiano Ronaldo, il est à quasiment 400 millions de followers. Il les a passés alors aujourd'hui, ou hier, ce week-end, il les Voilà. a passés. Ouais. Et Alors c'est le que, compte le plus suivi d'Instagram. alors que son club, qui est Manchester United, en a seulement quasiment que 50 millions. Et donc, en fait, on se rend compte que en fait, par exemple, les joueurs vont apporter une plus-value de marketing, d'image. Mais même si c'est un échec sportif, en fait, quasiment pour les clubs, ça sera une réussite en termes d'image. Par exemple, on voit dernièrement avec Belaïli qui a signé au Stade Brestois, ça a fait exploser les comptes des réseaux sociaux de Brest. Et en fait, avant qu'il ait joué, c'est déjà limite une réussite pour le club. Oui, je suis assez d'accord avec ce que dit Martin. C'est un adage qu'on entend de plus en plus, de dire que certaines individualités, certains joueurs sont plus grands que leur club, voire que le sport en lui-même. Et effectivement, c'est assez lié aux réseaux sociaux. Avec ça, on a une ultra-personnification des joueurs. Ils peuvent maîtriser une partie de leur com, on peut rentrer dans leur quotidien, ce qu'ils partagent. Et ils existent en tant que figure eux-mêmes, alors qu'avant, ils n'existaient que par le biais de leur club. On pouvait les voir que quand ils jouaient des matchs avec leur club. Donc ouais, ça aide à faire
agrandir l'image des joueurs en eux-mêmes plus que le club. Mais pour autant, il y a toujours eu des icônes, non? Enfin, il y a toujours eu des joueurs qui ont enfin, marqué leur temps et parfois même qui étaient le visage d'une équipe, par exemple. Enfin, sans vouloir dire que Maradona était plus grand que le Napoli, à l'époque de Maradona, c'était le Napoli de Maradona. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Ça a toujours existé pour moi, oui, effectivement, on a toujours eu des icônes, mais t'avais une icône par génération, une icône par pays, par équipe, c'était pas autant répandu. Je trouve que moi je trouve que ça s'est de plus en plus répandu, et tu prends des équipes aujourd'hui comme le Paris Saint-Germain, tu peux avoir un 11, je sais que ça te tient à cœur, tu peux faire un 11 d'icônes de joueurs qui se tiennent individuellement. Tu prends Neymar, Mbappé, Messi, c'est la ligne d'attaque, les trois devant du PSG, c'est un tiers de l'équipe si on simplifie. Et c'est ces trois joueurs qui ont leur propre galaxie et qui existent, qui sont quelque chose en dehors de simplement d'être des joueurs de foot ou d'être des joueurs du PSG. Tout à fait. D'ailleurs, en fait, même à la négociation d'un contrat avec un club ou d'un renouvellement de contrat, le club prend forcément aussi en compte les recettes que le joueur en question va générer, que ce soit avec le marketing, à la vente de maillots, etc. Donc en fait, je pense que les clubs, même s'ils sont dépassés, ça devient aussi peut-être une stratégie, ils s'adaptent aussi au fait que les joueurs sont très médiatisés et génèrent des revenus. D'accord. Mais bon, la situation est en train de changer, je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord pour dire ça. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que par exemple le foot féminin suive la même direction? Moi, je pense que oui, et elle l'a peut-être même déjà pris, parce que si on prend l'exemple par exemple de stars comme Megan Rapinoe ou Alex Morgan, qui sont aux États-Unis, c'est des véritables icônes. Ça l'est peut-être pas autant en France, mais par exemple, quand Alex Morgan est venu jouer seulement 6 mois à Lyon, ça a donné un coup de projecteur énorme sur l'Olympique lyonnais. Et même, je me rappelle de Jean-Michel Aulas qui avait échangé par Twitter avec elle pour la recruter. Il faisait des échanges et le compte Twitter de l'Olympique lyonnais avait pris des followers. Et en fait, on se dit qu'ils avaient même recruté Alex Morgan seulement pour l'aspect marketing presque. Parce que ça a offert une visibilité. David Beckham. C'est ça, David Beckham au PSG, c'est pareil pour moi. Moi, je mettrais une limite à ça, c'est qu'on on a cité les deux bons exemples, effectivement, on a Megan Rapinoe, on a Alex Morgan. Je nous mets tous ici autour de la table au défi d'en trouver une troisième, par exemple, rien que pour continuer cette liste-là, pour faire dire que le foot féminin prendrait la même direction. Effectivement, peut-être que ça doit arriver, que ça va arriver, mais il ne faut pas oublier que le football féminin c'est une situation ultra différente de ce qui se passe chez les garçons en termes de contrats, en termes des liens qui relient les joueuses à leurs équipes. En France, tu as une première division qui n'est pas 100% professionnelle, toutes les joueuses n'ont même pas forcément de contrat. Donc je trouve que c'est encore un énorme pas avant de franchir, de dire que des joueuses pourront prendre le pouvoir et mener leur contrat à bout pour décider de partir libre, de changer de club. L'écart est encore très très grand à mes yeux. On a une petite question avant que je te donne la parole, Martin. Ce sera plutôt pour Maître Kertudo pour le coup. Donc il y a Sohod qui, dans le chat, te demande si les relations contractuelles peuvent changer selon les pays ou s'il y a des normes européennes qui réglementent tout ça. Une belle question aussi. Il y a des règles qui changent et vous voyez, vous en avez parlé tout à l'heure avec les clauses libératoires. Ce n'est pas la même législation dans tous les pays d'Europe. Au niveau de l'Europe en tant que telle, la seule réglementation sont des grands principes de liberté de concurrence ou autre, liberté de circulation quand on fait référence à l'arrêt Bosman par exemple de 95, où ça on est sur des grandes incantations qui s'appliquent à des cas précis, mais en soi, la force des règlements, la force des dispositions nationales est quand même aujourd'hui assez importante, plus importante, où on voit qu'il y a une disparité entre les pays qui appliquent les clauses libératoires et les autres par exemple. Ça montre bien que chaque pays agit comme il le peut dans sa négociation. Tous les sportifs, tous les joueurs professionnels n'ont pas le même type de contrat, même si on a des équivalents au CDD dans certains pays. Tous n'ont pas l'équivalent d'un vrai CDD sportif ou spécifique comme on l'a en France. Donc il y a des disparités, même si globalement le marché, les règles de fonctionnement du marché sont soumises aux règles de libre concurrence, de liberté de travail, etc. Oui, mais je dirais de manière assez lointaine quand même. Parce que là, on parle des joueurs, on parle des clubs. Il y a peut-être des acteurs qu'on a oublié de mentionner et qui sont peut-être importants. C'est le rôle des agents dans tout ça, finalement. Est-ce qu'il n'y aurait pas un rôle déterminant par rapport à ça, Maëlys ? Je ne sais pas si... Je pense que c'est un rôle qui a bouleversé le marché des transferts, fondamentalement, d'ajouter ces intermédiaires-là
pour organiser, pour se charger des transferts des joueurs. Ils ont beaucoup à gagner d'un marché qui est plus basé sur des transferts avec des indemnités. Je pense qu'ils peuvent aussi, avec des primes à la signature par exemple, ils peuvent aussi, sur le plan purement financier, là je reste sur le plan financier, ils peuvent se satisfaire de travailler avec des joueurs qui vont jusqu'au bout de leur contrat. Donc oui, c'est des acteurs prédominants de toute façon des transferts, donc ils seront toujours là, ils trouveront toujours un moyen de travailler là-dedans. D'autant qu'on a des noms, voilà, quand on pense aux agents, on pense à Mendes, à Raiola, à Berdes éventuellement. Et en fait, ces noms-là, même, je pense que dans une négociation entre un club et du coup un agent, je pense que rien que le nom finit par peser aussi. Et je pense que de ce point de vue, le fait qu'ils puissent les commissions prises par les différents agents lors des signatures des nouveaux contrats de leurs joueurs, ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui contribue au fait qu'il y a de plus en plus de signatures en fin de contrat pour les joueurs, parce que forcément, s'il n'y a pas d'indemnité de transfert, et derrière, il y a plus d'argent à allouer pour une prime à la signature pour le joueur et donc aussi pour la commission. Je crois qu'il y a je ne sais pas de combien il me semble qu'il y a des pourcentages qui régissent ça. Qui sont différents dans chaque pays. On est aussi sur une marge de 10% en moyenne, si on devait faire une moyenne européenne, mais oui. En France, c'est 10%. Ouais. Okay. Après, les agents, ils participent. Après, ce sont des acteurs comme les autres, j'allais dire. Les agents, c'est pas nouveau. C'est une profession qui existe depuis longtemps. Les premiers transferts ont lieu il y a plusieurs dizaines d'années, donc c'est un marché qui existe autour de ça. Je pense qu'il y a différentes configurations. Je pense d'abord il y a ce qu'on voit dans les médias et puis le travail des agents au quotidien qui gèrent des joueurs dans des petits, moyens clubs avec un travail qui est ni plus ni moins qu'un travail de conseiller. On a des avocats qui peuvent être agents mandataires maintenant, avocats mandataires. Donc c'est un vrai travail de conseil qui existe. On a la bulle qu'on peut voir dans les médias et les grosses écuries d'agents qui font parler d'eux et qui pour des raisons pas forcément positives. Et puis on a d'autres problématiques d'agents qui vont parfois faire leur propre équipe, en tout cas qui vont gérer l'effectif d'une équipe. Je pense à certains clubs qui, parce qu'ils ont un agent, vont plutôt prendre un joueur en Belgique plutôt qu'ailleurs. Donc ça peut parfois être gênant. Je crois que c'est ça la dérive des agents, mais je dirais qu'elle est systémique, c'est-à-dire que dans un marché économique comme celui-là, parce que vous avez des millions et des centaines de millions en jeu, nécessairement vous avez à côté des points négatifs. Je pense qu'il ne faut pas forcément se retourner vers les agents, c'est des acteurs, mais voilà. Du coup, pour vous, il faut quand même faire la différence entre les agents qui font leur travail au quotidien et les super agents qui vont apporter quelque chose de différent peut-être. Je pense que c'est deux catégories d'agents, deux activités. On ne parle pas de la même chose, tout comme on ne parle pas de la même économie quand on parle du Paris Saint-Germain que quand on parle d'un club beaucoup plus bas, sans en citer. Donc oui, c'est même des législations parfois, des négociations parfois qui s'appliquent aussi. Là, encore une fois, la négo de Mbappé n'est pas forcément la même qu'une autre négo à un autre échelon. Donc je pense qu'il faut être mesuré. Maintenant, les agents, oui, il y a du bon et du moins bon, comme il y a du bon et du moins bon chez les avocats mandataires, comme partout. Donc c'est ça que je veux dire, c'est pas spécifique, ça n'a pas changé du jour au lendemain. Martha, je t'ai vu hocher de la tête. J'avais une question pour vous. Est-ce que vous pensez qu'on est amené à avoir plus d'agents justement qui occupent une place considérable dans un seul et même club? Enfin, moi, par exemple, je pense à l'équipe de Wolverhampton en Angleterre, où Jorge Mendes a façonné l'équipe quasiment à lui tout seul, avec quasiment que des joueurs qui sont avec lui. Ça arrive, hein. Il n'y a pas que cet exemple-là. Oui, je pense que ça va de plus en plus arriver. Après, ce n'est pas forcément là aussi quelque chose en lien avec le temps. Il n'y a pas de règle qui fait qu'on va plus vers ça. D'ailleurs, peut-être que le législateur pourrait s'intéresser à faire en sorte qu'il y ait un peu de mesure dans tout ça. Maintenant, aujourd'hui, rien n'empêche un agent d'être très proche de son président et de lui souffler des noms plutôt que d'autres parce que ça l'intéresse. En France, on a une législation qui est dans le Code du sport, hein, avec un encadrement juridique qui va interdire un comportement qui serait contraire à des règles élémentaires de négociation. S'il est avéré qu'en fait, on a voulu détourner un transfert pour des profits X ou Y et que c'est juridiquement démontrable, ça ne pourra pas arriver. Maintenant, si un agent fait le bonheur d'un club, on ne peut pas le critiquer quand ça ne marche pas et l'encenser quand ça marche. Si demain, il y a un effectif qui est génial grâce à l'agent, on pourra le remercier. Donc, oui, ça peut arriver, mais voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus dresser un tableau noir, ou en tout cas trop noir.
En tout cas, Martin, tes paroles ont fait écho chez les spectateurs, parce qu'on a un certain Paul RTE qui dit que le risque avec ces super agents, c'est que certains deviennent presque directeurs sportifs de Bien certains sûr. clubs, comme Ouais. Jorge Mendes à Wolverhampton. Bon, bah, petite respiration maintenant dans cette émission sur les contrats. C'est l'entracte du Salon Caviar. Respiration, oui, mais on va quand même rester dans des histoires de contrats. Et toi, Gab, tu vas nous parler d'un joueur qui a intégré une clause assez spéciale dans le contrat qui lie à son club. C'est ça. Alors si je vous dis attaquant, Pays-Bas, Arsenal, vous me pensez à qui? Van Persie. Non, Bergkamp. Dennis Bergkamp, exactement. Bon, je pense qu'on le connaît tous et qu'on sait tous que c'est un super joueur. Je pense qu'on a en tête aussi son but face à Newcastle. Je ne sais pas comment on pourrait tellement le décrire. Je ne sais pas si on l'a en régie éventuellement pour le diffuser. There's Pires picking out Bergkamp, and Bergkamp with a chance, and he's taken it! Brilliant goal! 10 minutes gone, Dennis Bergkamp gives Arsenal the lead. Well, he Des élans un peu néerlandais dans son jeu. Et donc ce joueur, on le connaît donc très bien pour ce qu'il a fait avec Arsenal, mais on le connaît un peu moins pour le fait qu'il était complètement flippé de l'avion. Il avait peur de l'avion. Et bon, ça remonte déjà en 89, il avait un joueur qui était son coéquipier à l'Ajax, donc qui est décédé dans un crash d'avion, donc c'est regrettable, et ça l'aidait pas. Mais en fait, ça remonte surtout au Mondial 94 qui se passe aux États-Unis. À ce moment-là, du coup, il part avec la sélection néerlandaise aux États-Unis jouer le Mondial, donc on voit une photo de lui dans l'avion. Et en fait, le voyage transatlantique va pas du tout bien se passer. Des trous d'air, des fortes perturbations et même une alerte à la bombe. Il va être traumatisé par cet événement. Et il va être traumatisé par cet événement à tel point que quand il revient dans son club la saison suivante avec l'Inter, eh bien, il va dire dans son autobiographie, pour justifier ses mauvaises performances à ce moment-là, qu'il préférait, pendant qu'il jouait à l'extérieur, regarder les conditions météorologiques dans le stade plutôt que se concentrer sur le jeu parce qu'il avait peur, en fait, il anticipait le vol retour. Donc ça montre à quel point il avait développé cette phobie de l'avion. Et quand il signe à Arsenal en 1995, il va faire du coup en quelque chose qui est assez spécial, c'est qu'il va intégrer une clause dans son contrat qui empêche Arsenal de le forcer à monter dans un avion. Concrètement, il préfère s'asseoir sur 100 000 livres sterling par mois plutôt que de ne pas avoir cette clause. Et en gros, il dit « je ne jouerai pas les matchs à l'extérieur ». Alors, dans le championnat anglais, bon, au pire, c'est à 4 heures de route s'il faut aller à Newcastle. Donc, il préfère se taper de la voiture ou du train pour y aller par voie terrestre. Mais par contre, là où ça va poser problème, c'est en Ligue des Champions. Parce qu'Arsenal joue les Coupes d'Europe. Et donc, des fois, c'est des déplacements à l'autre bout de l'Europe, l'Étoile Rouge de Belgrade ou des trucs comme ça. Et il y a en 99, Arsenal qui joue contre la Fiorentina. Et là, Arsène Wenger va lui dire « écoute, c'est un de nos meilleurs joueurs. Je ne peux pas me passer de toi, donc il faut que tu viennes avec nous. » Et donc, le gars va décider de partir et de faire 1500 km en voiture depuis Londres jusqu'à Florence pour aller jouer ce match. Au final, d'ailleurs, ils font match nul et ils vont se faire éliminer, de la compétition. Donc, ça servait bien à quelque chose. Et donc, ça montre quand même toute la phobie qu'il avait. Et vous allez me dire en sélection nationale, cette fois, c'est peut-être encore plus loin parce qu'il faut aller jouer des compétitions à l'autre bout du monde. Il se trouve que Bergkamp, lui, dans son malheur, il a quand même eu de la chance. C'est que l'Euro 96, après le Mondial 94, se passe en Angleterre, là où il joue déjà. La Coupe du Monde en France, en 98, c'est pas trop loin. Et après l'Euro 2000 à domicile en Belgique et aux Pays-Bas, donc ça passe pour lui. Mais par contre, en 2002, la Coupe du Monde, elle se passe en Asie, au Japon et en Corée. Et là, il y a des rumeurs, il n'a jamais confirmé, mais il y a des rumeurs qui disent que c'est la raison pour laquelle il a pris sa retraite internationale à 31 ans alors qu'il avait encore quand même de belles années devant lui. C'est parce qu'il avait peur de faire son voyage. Donc voilà, donc ça montre que on peut être quand même invincible en 2004 sur le terrain, mais dans les airs, beaucoup moins. Voilà. Merci pour cette belle leçon, cette leçon de haut vol même, je dirais, Joli. Gab. Et bon, on va pouvoir attaquer la deuxième partie de notre débat en se concentrant peut-être un peu plus sur la manière dont les clubs vivent ce renversement du rapport de force. Bon, première question pour vous, maître. Est-ce que finalement les clubs sont devenus des entreprises comme les autres, juridiquement parlant ?
Elles l'ont toujours été. D'abord, ce sont des sociétés, hein, là aussi, qui ont des particularités parce que le code du sport et les différents codes applicables leur prévoient un cadre juridique qui leur est approprié. Mais on a des sociétés sportives, on a tout un tas d'arsenal qui permet justement d'avoir des entreprises qui sont adaptées à leur secteur. On en a de plus en plus, on a des sociétés qui se construisent et qui apparaissent, et je pense à la société coopérative, notamment à Bastia, qui arrive et qui est un nouveau mode d'organisation d'une société. Donc ça a toujours été des entreprises. Je dirais que ce sont des entreprises comme les autres dans leur fonctionnement, avec un président, avec des assemblées, avec des salariés, des supports administratifs, etc. Mais dans un secteur d'activité particulier. C'est toujours un peu ce que je réponds aussi. C'est une entreprise comme les autres, mais le secteur est particulier, comme on en a dans un certain nombre de secteurs, avec une saisonnalité, une équipe nationale, une fédération, toutes ces particularités-là qui vont avoir un impact sur leur activité au quotidien. Un sportif qui va se blesser, les répercussions, même s'il va être pris en charge par la sécurité sociale, et les répercussions vont être différentes du fait de sa rémunération et d'un certain nombre de choses. Donc il y a toujours, toujours un petit peu pareil. C'est un secteur particulier. Maintenant, là aussi, il ne faut pas trop en faire, je crois, et aller trop dans l'exagération. Ce sont des employeurs, avant tout, c'est ce qu'on oublie parfois quand on évoque les négociations d'Mbappé ou d'autres. C'est un employeur avec un salarié. La limite, c'est jusqu'à quel point on peut déroger au droit du travail et jusqu'à quel point on peut se dire qu'on va racheter quelque chose. C'est tout le débat des clauses libératoires notamment. C'est un très bon exemple et la parfaite illustration de l'opposition ou du carrefour plutôt entre le droit du travail pur applicable aux salariés et aux employeurs et de l'autre côté les règles de la négociation du football, en tout cas du sport applicable. Martin, toi, il me semblait que tu étais, si on parle plus juridiquement forcément, que pour toi, finalement, un club, c'est pas une entreprise si classique que ça. Moi, je trouve que souvent on adosse le terme d'institution à certains grands clubs. Par exemple, quand on dit institution, on pense tout de suite au Real Madrid ou au Paris Barça. Saint-Germain, au Paris Saint-Germain. Ouais. Pas encore. Sauf que moi, je trouve que ces clubs ont quand même, ces derniers temps, montré un peu des points faibles par rapport à ce terme d'institution. Enfin, il suffit de prendre l'exemple du Barça avec Lionel Messi. On sait tous que Lionel Messi avait un poids considérable sur le choix des entraîneurs, des joueurs. Enfin, il suffit de voir l'échec d'Antoine Griezmann au Barça. Je ne dis pas que c'est la responsabilité de Lionel Messi, mais il y a eu, on sait qu'il s'est passé des choses et que Messi avait un poids important au sein de la direction du Barça. Et pareil au Real Madrid, quand Ronaldo voulait des augmentations de salaire, il allait dans la presse donner des interviews pour avoir le même salaire que Messi. Et à chaque fois, le Real Madrid accédait à sa demande. Donc moi, je trouve que bien sûr, c'est des très grands clubs, mais je trouve qu'ils ont peut-être perdu cette notion d'institution. Et le mot institution, pour vous deux, ça veut plus rien dire ? Pour moi, je pense que ça dépend de ce qu'on entend par institution. Évidemment que quand on parle du Real Madrid, ou quand on parle de Liverpool, du Milan, des clubs comme ça. Du Paris Saint-Germain. Du Paris Saint-Germain, si tu veux. Non, mais c'est des clubs qui font rêver parce qu'ils ont une histoire. C'est des clubs pour lesquels ils auront toujours une forte attractivité. Et donc, du coup, les joueurs ils vont toujours vouloir aller y jouer s'il y a un nom. Mais pour moi, une institution, c'est quelque chose qui a quand même des forts principes. Et à ce titre-là, moi, je vois que le Bayern qui a pour moi des principes de recrutement qui sont vraiment, encore de moins en moins, parce qu'il maintenant il y a eu Hernandez depuis qui a coûté 80 millions, mais avant, quand Tolisso arrive par exemple en 2017, 41 millions, c'est le record du club. À cette époque, il y a Neymar à 222, etc. C'est en fait des principes qui sont basés sur un marché national et en plus sur ne pas dépenser trop. Donc pour moi, c'est ça une institution, une vraie institution. Et je pense aussi à Bilbao, par exemple, qui a des principes de recruter simplement des bases. Pour moi, l'institution, ça nécessite des principes. Et je crois que ça se perd de plus en plus. Tu as tout à fait raison de le dire, parce qu'on peut voir que même le Bayern, qui ça a été un exemple de gestion, à ce niveau-là en tout cas, pendant longtemps, est même en train de craquer un petit peu, parce que ça a été difficile, on le rappelle, avec le niveau des négociations avec Coman, et que forcément ça ouvre une porte pour tous les autres qui voudront prolonger derrière. On a Sod dans le chat qui nous demande ce qu'est le nouveau mode de société à Bastia.
Moi, je suis pas au courant. Peut-être que vous, maître, vous pourrez nous C'est un éclairer. peu à côté du sujet, mais avec plaisir. Bastia, c'est le premier club de football qui s'est transformé en ce qu'on appelle une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif. Société d'intérêt collectif, ça veut dire que c'est une coopérative, une société où en fait au pouvoir se côtoient à la fois les supporters, les dirigeants, les collectivités territoriales et des groupes que l'on peut prédéterminer. C'est un fonctionnement démocratique et collectif qui existe déjà dans les autres secteurs, assez classiquement. Bastia l'a utilisé à un moment où ils étaient tout en bas, au moment de la reconstruction, après avoir vécu un certain nombre de difficultés administratives, juridiques et évidemment sportives. Et il a fallu à un moment remettre tout le monde autour de la table, trouver un projet commun, dire maintenant il faut que tout le monde ait confiance en nous. Et le moyen qui a été trouvé, c'est de dire en fait on y va tous ensemble. Et donc la coopérative, ça s'est avéré un modèle qui, en tout cas pour le moment, fonctionne, qui je pense fonctionne très bien, qui est envisagé par le législateur et qui va être extrapolé par le législateur bientôt. Donc c'est un nouveau modèle. Alors pour le moment il n'y a que Bastia, il n'y a que Bastia dans le football professionnel. Il y a d'autres clubs sportifs qui ont adopté ce modèle-là. Je pense qu'il y en aura plein d'autres. Je ne dirais pas que c'est l'avenir, mais je pense qu'il y en aura plein d'autres parce que c'est cohérent avec le message que ça veut envoyer, avec la notion d'institution aussi un petit peu finalement. Donc voilà, c'est un nouveau modèle qui va peut-être faire d'autres clubs vont peut-être s'en emparer bientôt, je pense. D'accord, formidable. Merci pour ces éclaircissements. On a vu que dans le cas de grands joueurs comme Mbappé, par exemple, la direction n'avait pas pu lui forcer la main au niveau de sa décision parce que le joueur est devenu trop puissant en termes d'image. Mais dans plein d'autres cas même, les joueurs sont quand même écrasés par leur direction. On peut penser au principe des lofters, ce genre de choses. Ces joueurs qui sont totalement coupés de l'équipe professionnelle par leur club. Donc finalement, est-ce que c'est pas une situation qui concerne seulement les grosses stars du foot et pas les joueurs, on va dire, classiques? Je pense que t'as une connexion, oui, à l'aura du joueur et à ce qu'il représente. Ça doit effectivement pas être pareil quand Mbappé commence pas forcément à taper du poing sur la table, mais à vouloir discuter avec le PSG pour mener sa baraque comme il veut la mener lui. Un autre joueur, pareil, on va pas citer de nom, prendre d'exemple, mais quelqu'un qui a pas son aura, qui a pas ce qu'il représente, ce sera peut-être pas forcément, il aura peut-être moins d'arguments, moins de leviers à actionner pour se mettre en valeur ou pour arriver à ses fins. Donc je pense que tu as une connexion quand même à l'aura du joueur et à ce qu'il représente. Martin? Moi, je suis pas vraiment d'accord là-dessus parce que, il suffit de voir. Moi, il y a un exemple qui me frappe, c'est celui de Gareth Bale au Real Madrid. Il a été mis au placard pendant plusieurs mois. Il n'a jamais vraiment eu sa chance. Zidane n'a jamais voulu de lui. Et c'est pourtant un énorme joueur, qui a eu une grande aura. C'est un super golfeur d'ailleurs. Exactement. C'est une idole dans son pays, au Pays de Galles. Il a quand même été recruté plus de 100 millions d'euros. C'est quand même un joueur qui a une certaine aura et qui a été mis au placard. Donc moi, après, c'est peut-être une exception, mais moi, je trouve que c'est quand même un cas frappant qui montre que ça touche pas seulement les, entre guillemets, petits joueurs. Mais du coup, toi, Gab, t'es d'accord avec ça ou Moi, en fait, je pense que de toute façon, là, on parle quand même de joueurs qui sont des joueurs de première division à chaque fois. Si on regarde même dans des plus petits clubs, je pense par exemple à Delors quand il était à Caen, il faisait des bonnes performances pour le Stade Malherbe de Caen et il est devenu en soi plus grand que le club parce que forcément quand tu fais des bonnes performances, il y a d'autres équipes qui s'intéressent à toi et donc du coup il était parti au clash et il avait rejoint les Tigresses en forçant un peu la main. Mais je pense que du coup la notion de, même pour des joueurs secondaires, pas forcément des Mbappé, on peut quand même, ils sont amenés, s'ils ont un fort potentiel, à devenir encore plus grands que les clubs et donc dans lesquels ils sont et à partir. Mais je pense que là où il faut faire attention, c'est plutôt dans les joueurs dans les divisions inférieures, où là forcément ils ont moins de visibilité et donc moins de levier pour se défendre face au club. Il y a des syndicats de joueurs, etc. Mais ça reste quand même un peu médiatisé, je trouve, et donc on n'est pas forcément toujours très efficace, quoi. Et d'ailleurs, vous disiez, maître, que un club de foot, c'était une entreprise comme les autres, finalement. Mais ce serait assez étonnant, imaginons qu'un employé qui est en froid avec sa direction arrive dans son entreprise et que d'un coup, il n'ait plus le droit de manger avec ses collègues, qu'on ait vidé son casier, qu'on ait mis son bureau tout seul dans un endroit. Comment ça s'articule à la fois le fait que les clubs soient des entreprises normales et que d'un autre côté, les directions se permettent de prendre des libertés vis-à-vis des joueurs
qui sont quand même inhabituelles. Et c'est là où c'est intéressant, parce qu'en fait, la notion de loft en soi, elle n'a pas, vous l'avez dit, elle n'a pas d'équivalence dans le monde du travail classique. Mais la notion de loft, elle n'est pas forcément justifiée juridiquement. Elle l'est parce que sportivement, on va considérer qu'on va mettre de côté un joueur pour des raisons sportives. Ça, un employeur a tout à fait le droit de le faire. Vous allez considérer qu'il n'est pas titulaire, donc vous allez le mettre à l'entraînement, lui faire un entraînement spécifique. Et heureusement qu'un club a le droit de le faire. En revanche, des affaires de loft, je pense il y en a plein, mais je pense à Peggy Louindoula par exemple, pour être parisien, il y a quelques années, qui était au camp des loges, qui s'entraînait sur un terrain complètement à part, avec des exercices complètement différents, avec l'idée de le sortir en fait de l'équipe première. Ça, vous avez des dispositions qui sont très claires d'un point de vue réglementaire au niveau de la Ligue de football qui vous disent que vous n'avez pas le droit de le faire. Parce qu'on n'a pas le droit de mettre de côté pour des raisons qui ne sont pas justifiées et vous n'avez pas le droit de sortir de l'équipe première un joueur et de le faire entraîner avec l'équipe réserve si ce n'est pas justifié par une phase de réathlétisation ou d'autres choses. Donc la notion de loft, elle ne devrait pas exister en fait en soi en droit du travail. Et vous avez totalement raison sur ça. On ne demanderait jamais à un salarié d'aller à un autre endroit pour travailler et c'est tout à fait logique. Après, il faut être mesuré là encore. Vous avez le droit de traiter différemment votre joueur, mais il faut le justifier de manière objective avec des raisons. Le loft, quand je fais référence au loft, c'est le loft pur. C'est-à-dire le loft au sens où, je ne sais plus dans quel club avec quel club on a commencé à employer cette expression, mais on a vraiment mis des joueurs sur le côté, en les faisant plus jouer, plus s'entraîner, etc. Où là, il y a une difficulté. Mais c'est une notion qui est intéressante, justement, là aussi un peu au carrefour entre le droit du travail classique et le sport. C'est exactement ce que soulevait comme argument le syndicat des joueurs en Espagne par rapport à Dembélé, où en fait il disait qu'il n'y avait pas de raison de le mettre à part parce que c'est pas parce qu'il finissait son contrat qu'il fallait du coup le placardiser et le traiter différemment des autres joueurs. Et même si Tebas, le patron de la Liga, avait dit qu'il n'y avait rien d'illégal, du coup c'était quand même ce que soulevait le syndicat des joueurs. Ce qui est choquant, enfin ce qui peut paraître choquant, mais qui ne l'est pas en fait. Quand on parle de lofter, la réaction souvent dans l'opinion publique, ça va être de dire attendez, ils sont sur le côté, mais enfin ils continuent à toucher leur salaire, des millions, etc. Moi, ce que je dis toujours, c'est que le danger, c'est quand on commence à traiter de cette manière-là des salariés qui ont pignon sur eux, qui ont une visibilité, les médias, qui sont dans des lofts, mais qui ont la possibilité de le dire. Ça veut dire qu'à la télévision, dans les journaux, on met en avant ça. Ça veut dire que les personnes qui ne sont pas dans la lumière, qui sont à côté, qui n'ont pas de tribune, qui n'ont pas de syndicat, qui n'ont pas de personnes pour les défendre, eux, on va pouvoir considérer qu'en fait, eux, on peut les traiter différemment. Donc, sans faire du Mireza Balic, c'est très important de dire quand même que le loft, ça doit être, j'allais dire, analysé et être remis un peu en question. On ne peut pas facilement dire je vais mettre dans un loft, je vais mettre de côté un joueur. Il y a des notions juridiques qui s'appliquent. Il y a eu, je parlais d'Youndoula. Youndoula, ce n'est pas qu'anecdotique, c'est des dossiers, c'est des avocats, c'est des échanges. Enfin, à l'époque, il y avait eu un certain nombre de choses et je n'ai pas d'exemple plus récent, mais il y en a sûrement d'autres. Mais on en a d'ailleurs dans le chat, puisqu'on nous parle de Stéphane Rucher, puisque son exemple montre que les clubs ne gagnent pas toujours, selon Paul RTE. Puis on a aussi Corentin Roland qui nous rejoint via le chat et qui nous rappelle que Reims a été condamné par la justice pour avoir lofté Ngamoukol. Et Ruffier, il me semble que pareil, il passait dans le tribunal aujourd'hui avec Saint-Etienne. Oui, Ruffier, c'est un super exemple parce que c'est un vrai dossier. Enfin, je ne sais pas comment le dire avec d'autres mots, mais moi, c'est mon travail. C'est-à-dire que je ne suis pas dans le dossier Ruffier, mais c'est des dossiers comme ça, c'est notre activité au quotidien. Ce n'est pas qu'une ligne dans l'équipe où on dit tiens, Ruffier, il y a eu un huissier qui l'a accueilli à l'entraînement. C'est un vrai dossier avec des arguments, avec des audiences, avec des plaidoiries, des échanges d'argumentaires. La notion de loft, elle est toujours un peu présentée de manière triviale, mais en réalité, elle recouvre un certain nombre de notions juridiques très intéressantes. Martha ? Mais justement, est-ce que la législation, elle permet vraiment de prendre... est-ce que les clubs sont souvent sanctionnés? Parce que là, on avait quand même du mal à trouver des exemples. C'est quand même des exceptions quand les clubs sont condamnés pour avoir mis à l'écart des joueurs. Est-ce que la législation, elle fonctionne vraiment là-dessus? Je pense que la législation fonctionne, oui. Maintenant, c'est autre chose. S'il n'y a pas de contentieux qui aboutissent, c'est aussi parce que dans le sport, comme dans d'autres secteurs, on a des répercussions. Et la peur des répercussions, justement, il y a finalement peu de dossiers. Ruffier, c'est un contre-exemple, mais peu de dossiers proportionnellement à ce qui se passe, d'exemples de joueurs qui iraient jusque en cours d'appel pour que ça ait une vraie portée, voire jusqu'en cours de cassation pour qu'on ait des arrêts de principe. C'est extrêmement rare. On a quelques affaires
La question de la rupture d'un contrat de travail, on pense à des affaires comme un autre Parisien, mais Vikash Dorasso ou autre, où on a eu des affaires où c'est ressorti parce qu'on a eu des comportements qui sont sortis dans la presse et des oppositions entre l'entraîneur et le joueur, mais ça n'a pas abouti en tant que tel à des arrêts. Parce que c'est pas allé jusque-là. Mais je pense pas que ce soit parce que la législation est mal faite, parce que la législation, c'est la législation de droit commun en fait. C'est la possibilité de tout à chacun, salarié, de saisir le prud'homme. Tu as sans doute des histoires qui se règlent à l'amiable aussi. En dispute plus, comme bien sûr. Marcelo avec l'Olympique Lyonnais cet hiver où il a fini par partir. Il avait été rétrogradé avec l'équipe réserve. Il doit y avoir beaucoup de discussions où effectivement pour éviter de rendre ça public, Bien sûr. ils règlent ça entre eux, même si c'est pas forcément très juste. On a le contre-pied juridique qui nous rappelle dans le chat que l'employeur doit dans tous les cas mettre à disposition tout le matériel nécessaire pour le lofter, ouverture du centre d'entraînement comprise. Tout à fait, c'est la charte du football pro qui le dit, c'est écrit, c'est-à-dire que c'est un vrai argument et c'est à tel point un argument que c'est un encadrement juridique. Donc c'est pour ça que, encore une fois, je disais, le loft, c'est pas anodin de le dire parce qu'un joueur peut très bien dire, moi j'ai pas à ma disposition, le Yundula a sûrement dit à l'époque, moi on ne me permet pas de m'entraîner avec l'équipe première et c'est un vrai point juridique. Très bien. Bon, on a vu que les joueurs pouvaient quand même, dans le cas du loft par exemple, subir un traitement qui n'était pas forcément juste, ou qui n'était même carrément pas juste, hein, pour dire les choses. Est-ce que finalement les joueurs sont suffisamment protégés par les instances, Maëlys? On en a déjà parlé un petit peu. Je pense qu'il y a enfin, l'UNFP existe notamment pour ça. Il y a des instances, il y a des règles pour protéger. Et pareil, Gabriel en a parlé. C'est la réaction du syndicat des joueurs en Espagne, l'AFE, qui pour le coup qui m'a pas mal marqué, qui est immédiatement monté au créneau pour défendre Dembélé parce que l'ultimatum imposé par le Barça de dire soit tu prolonges, soit tu t'en vas toi dès maintenant et comme ça on n'a pas à gérer ton départ. Il n'y a pas à poser ces ultimatums-là. Donc les institutions, les cadres, les règles, ils existent et normalement ils font correctement leur travail. Tu n'as pas l'air tout à fait d'accord, Gab? Moi, je me demandais simplement, est-ce qu'il y a des règles au niveau européen qui régissent ça, ou c'est vraiment à chaque fois toujours lié au contexte national pour les questions de contrôle des clubs, etc. Là, sur la problématique vraiment spécifique du loft, ou en tout cas de la mise à l'écart, ça va être de la règle nationale. Ouais. Encore une fois, la règle européenne, elle va être très générale. Elle peut être invoquée, mais la vraie règle qui va s'appliquer, c'est la règle réglementaire, en tout cas la charte du football professionnel qui s'appliquera. Et puis après, c'est la loi aussi qui s'appliquera. Mais l'arsenal juridique et les outils juridiques sont dans le code du sport, sont dans les textes réglementaires. Donc l'européen peut, en fait. Les règles sont différentes. Après, l'Espagne a des dispositions qui sont parfois similaires et je suis entièrement d'accord sur l'intervention du syndicat. Et l'UNFP en France le fait aussi dans d'autres circonstances et systématiquement dès lors qu'un footballeur est attaqué. Donc on a des institutions par le dialogue social et les syndicats, et côté salarié comme côté club. Et on a aussi des unions de clubs qui sont là pour protéger les clubs quand il y a des dérives. Donc on a ça, ce sont de vraies institutions. Est-ce qu'ils pourraient être mieux protégés? Oui, mais comme dans tout marché, comme tout salarié pourrait être mieux protégé, c'est le rôle du législateur. On va rentrer en période, on est déjà en période présidentielle, mais je veux dire, on est dans une phase où il y aura moins de textes législatifs qui vont venir renforcer les droits des sportifs, mais il y en aura peut-être, mais il n'y en a pas tant que ça tous les ans, donc il faut être vigilant à ça, mais on peut toujours mieux faire. Mais je crois que les institutions, en tout cas, à mon sens, font leur travail. Et est-ce qu'on aurait un intérêt à justement harmoniser au niveau européen ou mondial, je ne sais pas, créer des règles qui concerneraient tous les joueurs professionnels et qui... harmoniser un peu tout ça, faire une règle commune pour tout le monde, est-ce que ça peut s'envisager ou... Ça peut s'envisager, je crois que la FIF Pro, on a déjà parlé, c'est des sujets comme les autres, oui. Après, c'est la particularité du football, c'est qu'on est sur des marchés qui sont extrêmement différents, voire quasiment en opposition sur un certain nombre de points. On parlait des agents tout à l'heure, la réglementation des agents en Angleterre n'est pas du tout la même que la réglementation en France, la réglementation des droits TV en Angleterre n'est pas la même qu'en France. On peut avoir un tronc commun, je dirais, entre certains pays, mais j'ai quand même l'impression que d'un point de vue marché, il y a une difficulté. C'est tout l'enjeu d'ailleurs. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas de texte qui existe aujourd'hui pour dire c'est comme ça partout et on va y aller. Il n'y a pas de réforme européenne sur un sujet qui viendrait uniformiser le tout. Malheureusement ou heureusement, on parle aussi d'une bulle spéculative. On parle d'un marché économique qui fait qu'exploser chaque année. Donc c'est pas évident de fabriquer quelque chose qui serait sur mesure et harmonisé face à des distorsions trop
trop importante entre chacun des championnats. Bon, bah, je suis désolé, je vais devoir te couper parce qu'on Ouais, pas de touche problème. à la fin de cette émission. Peut-être très rapidement, tu peux glisser un mot, Gab? Non, du Non, coup, c'est sans bon. façon. Moi, j'aime bien parler. Il est vexé. ça y est. Non, pas du tout. Bon, bah, très bien, c'est pas grave. On va conclure cette émission en laissant la parole à Martin Bornet qui va nous faire profiter de ses lumières concernant le football italien. C'est les arrêts de jeu du Salon Caviar. Bon, aujourd'hui, Martin, tu vas nous parler d'un joueur qui a une trajectoire qu'on pourrait qualifier d'unique. Ouais, pour le moins exceptionnel. Alors si je vous montre ce joueur, est-ce que vous pouvez me dire qui c'est? J'attends vos réponses C'est Martin dans le Ouais, chat. ça, c'était Martin Bornet. J'espère que dans le chat ça réagit. Junior Messias. Comment le Bonne savais-tu? réponse. Parce qu'on a préparé notre émission. Donc Junior Messias, le joueur du Milan AC, et donc il a vraiment eu une histoire formidable que je vais vous raconter. Donc Junior Messias, il est né au Brésil et il s'est passionné pour le football en regardant des joueurs comme tous ceux qu'on connaît, les Brésiliens. Bergkamp. Le très brésilien Bergkamp, Ouais, le très effectivement, brésilien oui. Les Ronaldinho, Romario, Rivaldo et j'en passe. Et donc il a été formé au club de Cruzeiro, sauf qu'il n'a pas été conservé, il n'a pas réussi à signer un contrat pro. Et donc il a continué à jouer au football en division amateur. Sauf qu'à côté de sa carrière de footballeur, il a rencontré beaucoup de problèmes personnels, et avec notamment des problèmes d'alcool, et il est passé proche de la mort. Et donc ça a été un véritable déclic pour lui, et il a décidé de se rapprocher de la religion, et il a pris une décision radicale. À seulement 20 ans, il a décidé de partir en Italie pour rejoindre son frère, pour gagner sa vie, pour travailler. Et donc il a laissé sa famille, sa femme et son enfant au Brésil. Et donc, arrivé en Italie, il débarque à Turin. Et il a enchaîné là les petits boulots, livreur d'électroménager, maçon. Il a d'ailleurs révélé récemment dans une interview qu'il était payé 20 centimes pour chaque brique nettoyée. Et en 2015, il va connaître un tournant. Et c'est là que son histoire va devenir exceptionnelle. C'est que son patron, en fait, va lui proposer de rejoindre son club amateur. Et là, en fait, il va impressionner tout le monde. Et il y a un ancien joueur professionnel qui s'appelle Ezio Rossi, qui est un ancien joueur du Torino, qui va le repérer et qui va lui proposer de rejoindre un club de 5e division. Ce club, c'est Fossano, en 5e division donc. Mais Messias va refuser en fait parce que le salaire proposé par le club de Fossano, il est inférieur à son salaire de maçon. Mais Ezio Rossi, il est persuadé du talent de Junior Messias et donc il va prospecter dans d'autres clubs pour lui trouver une opportunité. Il va lui trouver une opportunité au club de Casale, en 5e division toujours. Et là, il va avoir un salaire de 1 500 € par mois. Et sa première saison va être une véritable réussite puisqu'il va marquer 21 buts en 32 matchs. Et donc là, il va grimper les divisions. Il va faire série D, série C. Et puis il va être recruté en série B, donc la 2e division italienne par le FC Crotone en 2019. Et il va participer à la montée du club en Serie A. Et donc à 29 ans, il découvre l'élite du football italien. Et il est titulaire indiscutable, donc ça c'était la saison dernière. Il est titulaire indiscutable dans cette équipe avec 36 matchs et 9 buts inscrits. Mais il ne parvient pas à empêcher la relégation de son club. Et malgré la relégation de son club, son rêve va continuer. Puisque cet été, lors du mercato, il va avoir un véritable coup du sort qui va lui offrir l'opportunité de sa vie. Et d'ailleurs, ce coup du sort concerne un club français, en l'occurrence le Stade Brestois 29, puisque le Stade Brestois 29 disposait jusqu'à il y a quelques semaines de Romain Fèvre. Et en fait, Milan voulait recruter Romain Fèvre pour renforcer son effectif, mais ils ont fait face au refus intransigeant des dirigeants brestois. Et donc, ils se sont rabattus sur Junior Messias, qui a signé dans les toutes dernières heures du mercato le 31 août. Et il a d'ailleurs déclaré que c'était le rêve d'une vie. Et son début de saison, il a été un peu compliqué à Junior Messias parce qu'il est arrivé, comme je vous l'ai dit, en fin de mercato, donc pas de préparation. Et finalement, il s'est révélé en phase de poule de Ligue des Champions face à Atlético Madrid. Il a inscrit le but de la victoire dans les 10 dernières minutes de jeu, un superbe but de la tête. Et ensuite, il a inscrit un doublé lors de sa première titularisation en Serie A avec le Milan. Et il était d'ailleurs, il est rentré à la mi-temps du derby remporté face à l'Inter ce week-end, et qui a d'ailleurs permis à son club de se relancer dans la course au titre. Et donc le rêve de Junior Messias se poursuit avec pourquoi pas un titre de champion d'Italie en fin de saison.
Merci beaucoup Martin. Et c'est marrant parce que c'est le parcours de Levin Kurzawa, mais là l'envers. C'est-à-dire que Kurzawa a commencé joueur pro, peut-être qu'il va finir maçon à la fin, on sait pas. Bon, en tout cas, voilà, merci. Cette émission touche à sa fin. C'est l'occasion d'abord de remercier mes chroniqueurs, Maëlys, Gabriel et Martin, pour leur intervention et leur prestance habituelle. Remerciements également à notre invité, maître Gauthier Cartudo, Merci à vous. qui nous a beaucoup appris ce soir. L'occasion aussi pour moi de remercier Clément et Paul à la prod, nos hommes de l'ombre qui, comme d'habitude, font un super travail. Alban également et Pauline et Camille, pardon, à la com. Pardon Camille. Alban et Camille à la com. Et puis également l'ISFJ qui nous permet de produire cette émission dans ses locaux. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc Twitter, Insta, vous connaissez. Puis en attendant, le rendez-vous de la semaine prochaine qui sera présenté par le Bordelais le plus efficace en ce moment, notre crack préféré, Elio Bono. Je vous remercie, bonne soirée.